Bonjour, dans une vidéo précédente je vais montrer comment installer vCenter sur un serveur Microsoft. Cette fois c'est la machine virtuelle VCSA qui va être visée. Alors pourquoi installer un vCenter sur un pôle de travail Windows quand on peut le faire directement sur un serveur ESXi au travers des appliances? Pour se rendre directement à une rubrique particulière de cette vidéo, vous trouverez le timecode avec la description. Alors vCenter est un système de gestion pour les serveurs VMware ESXi. On peut l'installer de deux manières différentes. Sur un pôle de travail Windows, en général sur serveur, comme j'ai pu en parler dans l'une de mes vidéos précédentes, ou sous forme de machine virtuelle. On parlera alors d'une machine VCSA. Alors bien sûr, le programme est soumis à licence, mais on peut télécharger une version d'évaluation. C'est cette version que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors VMware est une référence dans le domaine de la virtualisation. Il est quasiment impossible de passer à côté. Le système présenté ici s'utilise en entreprise. Pour le particulier, VMware Player suffit. Au mieux, on peut utiliser un VMware Workstation qui remplira tous vos besoins. Pour faire de l'AVM à la maison, USXi est déjà hors limite, alors je parle pas de VCSA pour pouvoir gérer ça. Alors oui, cette vidéo s'adresse aux administrateurs en particulier. Alors j'ai bien traité à plusieurs reprises ESXi, la virtualisation en général. Je vous laisse consulter au besoin mes vidéos précédentes. Alors je vais passer directement au vif du sujet. Avant tout, je fais un petit passage par l'environnement de travail que je vais utiliser. Alors comme ESXi est un hyperviseur et ne permet pas d'y travailler directement, il va me falloir un pôle de travail. Alors il y a tout ce qui est de plus classique, aucun besoin particulier, ESXi depuis la version 6 s'administre avec un navigateur web. Et comme vCenter sera installé sur une VM et qui passe par une interface web, il me faut juste un navigateur. Puis il me faut un système de virtualisation, au moins un ESXi. Il faut savoir que la VM qui va être créée demande quelques ressources et ces ressources seront en fonction du système qui devra y être géré. Alors ici j'aurai besoin de 2 ESXi, on verra qu'un troisième aurait été mieux. À son minimum, la VM devra avoir 2 CPU, 10 Go de RAM et un stockage de 300 Go. Mais avec ça, il ne faut pas compter gérer 1000 postes de travail, tout au plus ce type de machine peut gérer 10 hôtes, 10 ESXi et 100 VM. Alors on n'oublie pas qu'on n'est pas à la maison et on verra en détail les ressources plus tard. Le serveur ESXi qui va accueillir mon VCSA devra pouvoir répondre à cette demande. Encore une fois, s'il ne répond pas, est-ce bien utile de se lancer dans VCSA? Alors ici ça va me suffire, tout au plus après le VCSA on mettra une VM en place. Je dis pas que plus tard dans mes prochaines vidéos il me faudra un truc un peu plus costaud, mais ça c'est pour plus tard. Pour pouvoir présenter un minimum de configuration, j'utiliserai un second serveur ESXi de la même taille. Bien sûr, pour pouvoir installer le système, il va me falloir l'ISO ou le CD-ROM. Alors je précise en passant qu'habituellement pour installer une VM, il faut que le support soit accessible depuis l'ESXi. Ici, VCSA sera installé depuis mon poste de travail. Alors je vous passe le lancement du setup. Quand on en est à installer un VCSA, je pense que vous savez aller chercher le setup d'un DVD. Même si
comme ici un autorun vu le système pour être présent sur le support. Mais bon, c'est pas ce qui va nous arrêter. Quand j'ai trouvé l'installeur, je le lance. Même si le résultat final est pratiquement le même, on s'attendrait à ce que l'installation soit identique à celle de la version serveur. Eh bien non, c'est pas tout à fait le cas. 4 solutions sont proposées. On voit qu'on pourrait mettre à jour, migrer ou restaurer une version précédente. VCSA est basé sur un produit libre, le système est quand même plus facile à gérer. Je vais être obligé de le dire, c'est quand même mieux sous cette forme, les administrateurs s'y trompent pas, plutôt que la version serveur, c'est plutôt sur la version VM qu'on va l'utiliser principalement. Alors je clique sur installer. Alors ici on voit que l'installation va se passer en 2 temps. Un premier temps où le système d'exploitation à proprement parler va être installé, puis dans un second temps, le système sera configuré. De toute façon, on n'a pas le choix, on suit le mouvement. Entre annuler et suivant, je clique sur suivant pour accepter l'accord de licence. Comme d'habitude, la licence, on la lit, on la respecte et on accepte pour pouvoir continuer. Ensuite, on aura le choix entre une installation sur une plateforme unique ou sur un système de service externe. J'en avais déjà parlé quand elle a été installée sur un serveur, mais là c'est indiqué que l'installation externe sera bientôt abandonnée. C'est vraiment pour faire plaisir aux irréductibles gaulois. Je commande pas plus et on passe à la suite. Là c'est simple, le système se déploie sur un serveur ESXi, il faut donc fournir les éléments pour pouvoir installer le VSSA. Alors on met l'adresse IP, le nom de la cible, et bien sûr on indique un compte utilisateur qui pourra ajouter la VM. C'est un peu l'intérêt d'avoir contrôlé les prérequis au début. En cliquant sur suivant votre installation, vous pourrez rencontrer un message vous demandant de valider le certificat de sécurité. Là aussi, ça ne devrait pas vous laisser vous poser trop de questions. Après quelques secondes d'attente, de vérification de la connexion, l'étape suivante consiste à indiquer au système le nom de la machine virtuelle. Là, chacun fera son choix, c'est comme pour le mot de passe. On notera quand même au passage que le mot de passe doit respecter certaines règles de complexité, comme c'est lui qui va gérer vos serveurs, voire même en exclusivité, il est évident qu'un mot de passe fort devra être utilisé. Et quand c'est fait, on peut taper sur suivant. Donc jusque-là, les quelques étapes qui viennent d'être passées n'avaient qu'un intérêt assez moyen. Par contre, cette fois, le choix est stratégique. C'est maintenant que l'on va choisir la dimension du vCenter. C'est ici où on se rend compte de toute l'importance du vCenter. Alors bien sûr, ça reste une VM et une VM se modifie en 2 clics. Pour les nombres habitués, ça pourra paraître un petit peu excessif, puis en y regardant de plus près, quand on se réfère au serveur d'entreprise, finalement, ça n'a rien de très exceptionnel. Suivant vos moyens, suivant vos objectifs, peut-être ne dépasserez-vous jamais les 1000 VM. Mais faut savoir que 100 VM, ça va relativement vite. Alors faites votre choix et on clique sur suivant. À l'étape suivante, on va vous demander de faire le choix sur le stockage de destination. Encore une fois, je ne vais pas trop commenter, vous avez déjà installé votre SXI, la gestion du stockage est une des premières opérations que l'on fait.
le team provisioning est supporté ou non, suivant la configuration du serveur de destination. En cas de doute ou souci, vous pouvez toujours vous référer à mes vidéos précédentes sur l'installation et la configuration de base des serveurs. Puis encore une fois, suivant votre stratégie d'utilisation, vous faites votre choix et vous pouvez passer à la suite. Sur cette dernière étape, car la suivante ne sera que l'affichage du résumé avant la validation, il va être demandé de fournir les éléments réseau de l'AVM. Vous y mettrez les informations correspondant à vos besoins. Cette fois, le nom de la machine qui sera ajouté est bien celui du pôle de travail. Dans une des étapes précédentes, il avait été demandé un nom, mais là, c'était celui de l'AVM. Alors ce nom aura quand même toute son importance. Je disais tout à l'heure que ce vCenter va gérer la totalité, sauf si vous avez fait un autre choix, de vos VM et machines hôtes. La sécurité, les certificats liés au vCenter ont toute leur importance. D'où ne pas lâcher un nom sans aucune réflexion. Avant de cliquer sur finir, on va jeter un dernier coup d'œil. Et lorsque tous les renseignements vous satisferont, il ne reste qu'à cliquer sur terminer. Et surtout attendre que la machine virtuelle soit installée. Alors comme j'avais prévenu, c'est pas fini, on va maintenant passer à la deuxième étape. On va passer à la configuration du vCenter. C'est le programme lui-même qui va être installé. Donc si vous pensiez pouvoir utiliser vCenter dans les 2 minutes, eh bien c'est pas gagné. Puis on clique sur suivant. Après quelques secondes, alors tout dépend du système, on va avoir accès à une première rubrique qui peut sembler banale, mais qui a quand même toute son importance. Après, si on la passe sans prêter garde, on pourra toujours revenir sur les réglages après l'installation du système. Cette rubrique, c'est la synchronisation de l'heure et l'activation de l'accès SSH. Alors encore une fois, tout dépend de ce que l'on vise. L'heure reste quand même un élément indispensable quand on a plusieurs serveurs, afin que les fichiers créés le soient à la même heure sur chacun des serveurs et hôtes. Alors ça serait pas terrible si je crée un fichier plus tôt et qu'il soit considéré comme plus récent à cause du mauvais réglage de l'heure. Et pour le SSH, eh bien, pour de la haute disponibilité, il faudra simplement l'activer. Alors vous faites votre choix avant de cliquer sur suivant. À l'étape suivante, il va s'agir de créer le nom de domaine pour la signature du certificat. Alors il va sans dire qu'on prendra un nom unique, peut-être une extension en local. Puis on place le mot de passe du vCenter. Comme pour l'installation de la machine, on choisira un mot de passe fort. Alors je reviens pas sur les raisons du choix d'un mot de passe fort. On remarquera au passage la possibilité de joindre un autre domaine existant. Alors ça c'est pour le cas où vous utilisez plusieurs VCSA. Et je clique sur suivant ou next. Alors les deux fenêtres suivantes sont des grands classiques. Est-ce que l'on veut joindre la communauté d'amélioration du logiciel ? Un petit résumé et c'est parti de nouveau pour quelques minutes d'installation. Alors comme il l'est indiqué par un message, on ne pourra pas mettre sur pause ou arrêter la machine en cours d'installation dès lors que vous aurez validé le lancement. Alors ça présage quand même que la machine pourrait mettre un certain temps pour son
installation. Alors ok, pas ok, sinon on installe un VSA tous les midis pendant la pause déjeuner. On attendra donc le temps qu'il faut pour que l'installation se termine. Bon, comme d'hab, je vais prendre ma baguette magique et hop, en 2-2, mon vCenter est installé et me demande déjà de fermer la fenêtre. Automatiquement, vCenter sera ouvert. Bon, ça c'est quand tout se passe bien au niveau du DNS, que la machine VCSA est directement enregistrée. Alors ce n'est pas une grande contrainte, mais je vais donc devoir me connecter à l'ESXi, où est installé mon VCSA pour y trouver, ou plutôt retrouver, l'adresse IP que j'avais fixée plus tôt. On y va, puis on se retrouve pour la connexion à mon vSphere. Pour vSphere, la connexion est identique à celle que l'on avait eue lors de l'installation dans un poste Windows Server. Alors je vais passer assez vite pour arriver directement dans l'interface. Alors comme c'est une interface web, sans grande surprise, j'ai la même chose aussi que dans la version de Windows. Alors non, je ne vais pas recommencer les mêmes explications que pour la vidéo précédente. Je vais donc cette fois créer directement un cluster. Les premières étapes, la création d'un data center, l'ajout des machines hôtes ou même la création d'une nouvelle machine. Je vais vous laisser aller voir ça dans ma vidéo précédente. Alors une fois que j'ai créé mon data center, je vais pouvoir passer directement à la création d'un cluster. Alors je change un petit peu mes activités d'une vidéo à l'autre. C'est pas pour autant que l'action va être plus compliquée. À la création de mon nouveau cluster, il va m'être demandé de fournir un nom. Alors dans la plupart des cas, mais il ne faut pas oublier que chaque cas est particulier, on n'a qu'un seul cluster. Le cluster est la mise en commun des différentes ressources d'un ensemble de machines hôtes. Pour les prestataires de services, effectivement, il arrivera souvent d'avoir plusieurs clusters et même plusieurs centres de données. Pour les options DRS, qui est la répartition des ressources, le achat, la haute disponibilité ou le vSAN, qui est tout simplement une banque de stockage qui sera ciblée par un ensemble d'hôtes, à vous de voir suivant vos besoins. Ici, je vais commencer par un cluster simple, donc je ne sélectionne rien avant de passer à la suite. Une fois le cluster lié, on pourra suivre les recommandations affichées. Et ça tombe bien, la première étape étant passée, un cluster sans machine hôte, ça ressemblerait à quoi? C'est justement l'étape 2, ajouter des machines hôtes. Eh bien, le clic droit sur le cluster vous propose simplement d'ajouter des machines hôtes. On clique et on remplit les différents champs pour y ajouter mes deux serveurs. Rien de compliqué là-dedans, même au niveau des certificats, rien de particulier. Tout va bien jusqu'à l'avertissement sur mon premier serveur lors de l'ajout des postes. Alors bien sûr, ce n'est qu'un avertissement,
mais quand même. En développant l'avertissement, eh bien, une machine est déjà présente sur le système. J'ai bien mis mon VSA quelque part et c'est justement mon VCSA qui va déséquilibrer mes serveurs. Alors c'est pas vraiment dramatique, mais si on pouvait s'en passer, et justement, c'est ce que j'avais dit au tout début de cette vidéo, il m'aurait peut-être fallu un serveur de plus. Le reste de l'installation de mon cluster se fera de manière la plus simple qu'il soit. Mon premier poste hot, comme il héberge mon VCSA, sera en mode de fonctionnement normal, sinon mon VCSA ne fonctionnerait pas. Quant au second, lui sera placé en mode maintenance. D'un clic droit sur le poste hot, en choisissant mode maintenance, il ne restera qu'à modifier pour le passer en mode de travail standard. Par la suite, on pourra créer une nouvelle machine, tout comme on le ferait dans un centre de données classique. Pour moi, aucun service n'a été installé, ni le partage de ressources, ni la haute disponibilité n'ont été sélectionnés. J'aurai alors à devoir indiquer au système où doivent être installées ces nouvelles machines. Bon, à partir de là, on sera de nouveau dans le très grand classique de la virtualisation. Avant d'installer un vCenter sur Windows ou en VCSA, on peut s'imaginer l'installation du système comme une montagne à gravir. Au pas à pas, même si la pente est un petit peu raide, on finit de toute façon par y arriver. Mes prochaines vidéos s'orienteront encore sur la virtualisation, mais dans des domaines un peu moins populaires, mais tout aussi puissants. Je traiterai de KVM, de Proxmox, pour terminer sensiblement sur le même sujet que celui qui est traité ici, la mise en cluster de serveurs de virtualisation. Alors bien sûr, il serait intéressant d'aller un petit peu plus loin avec vCenter sur DRS, HA ou le vSAN. J'aimerais aussi prendre un peu de temps pour parler un peu plus de Docker, LXC, les classes Python, mais aussi tous les sujets que j'ai pas encore abordés. Bref, j'ai assez d'idées pour remplir mes soirées et week-ends pendant encore bien longtemps. Alors justement, si vous désirez être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller chercher sur internet LJP Info, vous tomberez sur mes documents. Alors pour le raccourci, il suffit de flasher le QR code. N'oubliez pas de liker, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, poser vos questions. Toutes les suggestions sont toujours les bienvenues. Allez, on se dit à bientôt.